Merci à vous d'être là pour cette cinquième séance de la petite bibliothèque des sciences sociales. Une séance pour laquelle je suis heureux d'accueillir Daniel Seyfaï, qui est directeur d'études à l'école des études en sciences sociales, au centre d'études des mouvements sociaux. Il est l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages d'enquête de sciences sociales, mais il s'intéresse aussi à l'histoire des sciences sociales. C'est l'un des aspects de son travail, en particulier pour faire un lien avec un auteur dont nous avons parlé récemment, Howard Baker, avec Jean-Louis Fabiani. Il travaillait récemment, dans le cadre d'un séminaire à l'école des hautes études avec Howard Baker, à une histoire de la tradition sociologique de Chicago. Voilà, et Daniel Seyfaï est le traducteur et l'introducteur d'un livre d'Irving Goffman dont nous allons parler aujourd'hui, dont je lui ai proposé qu'on parle aujourd'hui, un livre qui a fini par être traduit 50 ans après sa publication originale, à savoir en 1963, Behavior in Public Places, son titre original, traduit donc par Comment se conduire dans les lieux publics, un livre qui est apparu dans son édition française dans la collection Études sociologiques des éditions Economica. Je profite pour saluer le travail remarquable qui est fait par cette collection, par Danny Trom et Jean-Philippe Heurtin, à la fois pour la publication de livres inédits en langue française, mais aussi pour la traduction d'auteurs comme Joseph Gusfield sur les problèmes publics ou Nina Eliasov, par exemple, pour prendre une sociologue contemporaine. Donc les espaces de traduction sont devenus assez rares désormais dans les maisons d'édition de langue française, donc j'en profite pour saluer ce travail. Je vais tout de suite donner la parole à Daniel Seyfaï qui va, comme ça s'est fait précédemment dans les séances précédentes, situer ce livre de Goffman dans son contexte plus large et nous en proposer une lecture, parce que c'est un livre qui, 50 ans après, ou même 52 ans maintenant après sa publication, continue d'être une référence extraordinairement importante pour beaucoup de chercheurs. Bien, merci Sylvain de cette invitation, qui me donne l'occasion donc de parler de cet ouvrage qui me tenait beaucoup à cœur. J'ai mis beaucoup de temps à le traduire, et c'est un Goffman original. Goffman est un auteur à multiples faces, et les portraits que l'on peut en dresser dépendent du point d'accès que l'on se donne à son œuvre. Le Goffman des opérations de cadrage n'est pas le même que celui de la mise en scène dramaturgique. Celui des interactions stratégiques ne se laisse pas rabattre sur le Goffman de l'ordre rituel. Il y a un Goffman plutôt éthologique, écologique, qui n'est pas toujours congruent avec celui de l'ethnographie, de la communication. Et d'une certaine façon, comment se conduire dans les lieux publics, donc Behavior in Public Places, nous donne de nouvelles prises dans l'œuvre de Goffman. C'est un livre charnière entre le Goffman de Chicago et celui de Berkeley. Le matériau est rassemblé en 50... Goffman soutient sa thèse qui s'appelle « Communication Conduct in an Island Community », les conduites de communication dans une communauté insulaire, en 1953. Après quoi, il va rassembler donc du matériau en 54-57, juste après la soutenance de thèse qu'on va retrouver dans ce livre. Le livre est écrit autour de 58-60. Goffman est nommé à Berkeley en 1958, sauf erreur. C'est Herbert Blumer qui le fait venir là-bas. Et il est publié en 1963, ce qui veut dire qu'il s'insère dans une série après la présentation de soi, qui sont des livres traduits en français déjà, 1959, après Asile, en 61, juste avant Stigmate, qui sort en 1963, et dans la lancée d'un petit livre qui n'est pas encore traduit, mais qui devrait, si tout va bien, on est en train d'essayer de négocier les droits, qui devrait sortir également dans la collection de Jean-Philippe Heurtin et Danny Trom, qui s'appelle Encounters, les rencontres, en 1961. Et donc c'est un livre intéressant parce qu'il reprend un certain nombre d'éléments de la thèse de 53. Beaucoup ont cru que la présentation de soi dans la vie quotidienne était le livre issu de la thèse, mais pas du tout en fait. La thèse va rester dormante pendant une dizaine d'années. Et en fait, beaucoup de concepts vont réapparaître dans comment se conduire dans les lieux publics. Et par ailleurs, on y retrouve beaucoup d'éléments du terrain fait par Goffman en 49-51 aux îles Shetland. Je vous renvoie là-dessus sur le petit texte qu'Yves Roinquin avait écrit, Goffman à Balta Sound, qui était sorti dans Politics en
en 1988, où il avait essayé de pister les traces du passage de Goffman au Shetland. On retrouve d'ailleurs de nombreux détails empiriques dans le bouquin, des scènes comme des promenades, des bals, des conversations en cuisine, des jeux de cartes, des veillées familiales, etc. Il y a également un certain nombre d'éléments qui sont tirés du terrain de 1955-56 que Goffman fait à l'hôpital psychiatrique, le St. Elizabeth Hospital à Washington, D.C., où il va rassembler le matériau pour asile. Là, il tire un certain nombre d'exemples de conduites qui ne respectent pas les convenances, qui manifestent des troubles de l'attention, de l'interaction, ou qui témoignent finalement d'une incapacité à maintenir ce qu'il appelle les apparences normales. Et donc, quand on lit ce livre, il y a cet ensemble d'éléments empiriques qui proviennent principalement de ces deux terrains, plus d'un énorme corpus de presse, plus d'un nombre incroyable de lectures en anthropologie, d'un corpus de manuels de civilité, etc., que Goffman a rassemblé à son habitude, et dans lequel il va puiser son matériau. On retrouve également donc un certain nombre de concepts qui étaient présents dans la thèse, qui sont des concepts extrêmement originaux, que j'ai recensés d'ailleurs à la fin. Vous verrez, pour m'aider dans la traduction, j'avais rédigé un glossaire, et vous retrouvez un petit peu les principaux concepts de Goffman en anglais et en français. Par exemple, sur les types d'engagement dans la situation, vous avez l'idée qu'on s'implique dans la situation, le involvement, et l'idée qu'on a des engagements au sens moral et politique dans la situation, engagement, commitment. Vous avez l'idée que dans des situations, on peut participer à titre de participants ratifiés. Nous sommes ici des participants ratifiés, participation qui peut être mutuelle ou non, qui a ses barrières et ses restrictions en termes d'accessibilité, parfois même des formes de ségrégation des lieux de sociabilité. Vous avez également des personnages qui apparaissent, le bystander, le spectateur, qu'on avait déjà rencontré dans la présentation de soi, bien entendu. Vous avez également le overhearer, celui qui tombe dans l'action par hasard, malgré lui, ou le leaves-dropper, celui qui écoute à la dérobée ce qui se passe dans une situation et qui donc n'est pas ratifié, ne devrait pas y être. Vous avez des concepts assez intéressants comme celui que j'aime bien, moi, de open person, la personne ouverte, qui sont des personnes qui se doivent d'être accessibles et disponibles au public. Par exemple, Goffman prend l'exemple des policiers et des religieuses, bon, c'est amusant, mais les policiers, effectivement, sont des personnes à qui vous pouvez aller demander un renseignement. En tout cas, ils accomplissent une mission de service public dans les régimes démocratiques. Il y a d'autres régimes dans lesquels il vaut mieux pas s'approcher des policiers. En tout cas, ils se doivent d'être des open persons. Il y a également, à l'opposé, les non-persons. Vous avez Goffman prend l'exemple des enfants, des domestiques, des malades mentaux, des personnes qui sont inférieures hiérarchiquement et devant qui on peut se conduire comme si elles n'étaient pas là. Les critères de réserve et de décence tombent. Il décrit les femmes aristocrates qui se déshabillent devant leur valet sans que ça ne crée aucune gêne. Bon. Donc vous avez ce type de concept. Vous avez des concepts qui indiquent des modalités d'interaction. Alors un concept qui aujourd'hui est devenu très commun, c'est celui de langage corporel, que vous retrouvez là, le body language, que vous avez chez Goffman. Ce langage corporel qui a une part d'expressivité qui nous échappe, mais aussi une part de contrôle très forte, des mouvements, des faces, tout le travail de gestion des apparences, impression management, que Goffman avait développé auparavant. Il parle aussi de la discipline des membres, c'est intéressant. Il parle de cette idée que dans une interaction publique, vous êtes obligé de contrôler un petit peu ce que font différentes parties de votre corps. C'est toujours embarrassant de qu'est-ce qu'on fait de ses mains, qu'est-ce qu'on fait de ses jambes. Vous frottez la main, vous la tenez, vous faites toutes sortes de choses comme ça pour maintenir les apparences. Et il y a également une idée qui est très forte et qui a été beaucoup explorée en France, en particulier en sociologie urbaine, celle d'indifférence civile ou d'inattention civile, civil inattention, qui consiste finalement dans certaines situations, à feindre de ne pas noter la présence de quelqu'un tout en lui envoyant un signal furtif pour lui indiquer qu'on l'a bien vu, mais qu'on fera en même temps comme s'il n'était pas là. C'est une espèce de jeu compliqué, mais vous verrez après, si vous lisez Goffman, vous verrez qu'ensuite vous repérez toutes sortes de situations dans lesquelles cette forme d'inattention civile s'impose. Enfin, il y a des recettes d'interaction, par exemple ce qui a été traduit par ressources sûres, les safe supplies, le fait que dans une interaction, il ne faut pas laisser de temps mort,
Et donc, vous parlez de la pluie et du beau temps, vous vous raccrochez à des espèces de petits éléments standards, comme ça, de communication, qui vous permettent d'éviter que les anges passent. Ou encore les engagements ce que j'ai traduit par engagement de diversion, les toy involvements. Le fait que souvent on fixe en public son attention sur un objet ou sur une activité en vue de se soustraire d'une certaine façon aux obligations liées à la coprésence. Dans le métro, regardez tous les gens qui s'acharnent sur leur petit téléphone portable, de façon à éviter le croisement des regards. Finalement, c'est comme s'ils se rendaient invisibles, je veux dire, en focalisant leur attention sur leur petit téléphone portable. Ou encore, dans beaucoup de situations, il prend l'exemple aux îles Shetland des personnes qui vont jouer avec des chats ou des enfants, de façon, quand ils éprouvent une forme d'embarras dans la coprésence avec les autres. Donc il y a un arsenal de concepts inimaginables dans ce livre. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles ce livre m'a beaucoup plu, mais Goffman était un grand créateur de concepts et de concepts empiriques. Ce ne sont jamais des concepts complètement abstraits hors sol, ce sont toujours des concepts qui permettent finalement de décrire autant que d'analyser. Et donc Behavior in Public Places porte encore, bien sûr, les traces de l'enseignement que Goffman avait reçu à Chicago. Il n'y est question que d'interaction sociale. Il compose en fait, pour aller vite, entre une forme d'anthropologie durkheimienne, celle qui lui a été transmise par Radcliffe Brown ou par Lloyd Warner. Goffman on dit souvent que Goffman est un interactionniste symbolique, pas du tout. Goffman est avant tout un anthropologue durkheimien, je pense. Et par ailleurs, un héritage qui vient de George Herbert Mead et de Herbert Hughes, dont la nature est plus compliquée à établir. Nous avions publié au même moment, simultanément à ce livre, un collectif qui s'appelle Goffman et l'ordre de l'interaction, dont j'ai plus de copies parce que je les ai distribuées. J'aurais aimé vous le montrer aux éditions C'était une collaboration du CURAP et du Centre d'études des mouvements sociaux, dans lequel vous trouvez que j'ai mis, qui est actuellement en ligne sur le site academia.com si ça vous intéresse, et dans lequel vous retrouverez des très bons articles d'Yves Winquin et de Greg Smith sur le rapport de Goffman à Warner, qui a été son véritable maître, en fait, quand il était à Chicago, ou également un très beau papier de Philippe Vienne qui fait le point sur le dossier du rapport entre Hughes et Goffman. En tout cas, Goffman vient de Chicago, son concept d'interaction vient aussi de là. Goffman, on connaît l'histoire, a été très lié à tout ce groupe de doctorants, Gus Field, Fred Davis, Selman Lovitz, William Kornhauser, Howard Baker, ou même d'autres moins connus comme Robert Habenstein, qui a écrit une très belle thèse sur le directeur funéraire, sur comment on appelle ça, l'entrepreneur de pompes funèbres, où il y a un chapitre entier où il recourt, à des hypothèses de Goffman, ou encore Gregory Stone, qui avait fait une thèse énorme sur les univers relationnels et les symboles significatifs des façons de s'habiller. Les deux étant contemporains de Goffman et en même temps puisé dans le travail de Goffman pour développer leur propre thèse. Donc ce concept d'interaction sociale qui avait une longue histoire à Chicago, qui vient des traductions de Zimmel par Albion Small, l'effort de synthèse qui avait été fait par Park et Burgess dans l'Introduction to the Science of Sociology, la fameuse Bible verte, la diffusion de la philosophie pragmatiste de Mead et Dewey, ou encore les enseignements de psychologie sociale de Faris, Bloomer et Strauss. Désolé pour cette avalanche de noms, mais c'est vraiment, Goffman s'inscrit vraiment dans cet héritage, et en même temps, il accomplit une opération qui est tout à fait singulière, parce qu'elle tranche sur tout ce qui précède. Dans sa thèse donc, de 53, tout comme dans le livre de 63, il pose les bases d'une enquête systématique sur ce qu'il appelle l'ordre de l'interaction. Ordre de l'interaction qu'il dit être sui generis. Alors, c'est pas par hasard qu'il utilise cette expression. Il la transfère en fait de Durkheim. Durkheim parlait de la société comme étant sui generis. Les faits sociaux ont un genre qui leur est propre. C'est un concept qui vient du droit, sauf erreur, je suis pas sûr. Et donc Goffman l'utilise finalement pour affirmer non plus l'autonomie des faits sociaux en général, mais l'autonomie de l'ordre de l'interaction comme ordre de coprésence par rapport à l'ordre social. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur d'un ordre de rencontre ou d'un ordre de rassemblement, tout débiteur, ces choses toutes débitrices puissent-elles être à des occasions sociales qui les transcendent, ont leurs propres règles du jeu, finalement, et leur propre dynamique d'auto-organisation, d'autorégulation, d'autodéfinition. Ce qui se passe dans une situation de coprésence,
à son autonomie de plein droit. C'est ça que ça veut dire. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Hein. Franchement, quand Goffman a défendu sa thèse, ça en a surpris plus d'un. Les gens étaient un peu perplexes par rapport à cette idée-là. C'était à la fois dans la continuité, mais aussi en rupture avec tout ce qui se faisait à Chicago. Mais c'est vraiment une ligne que Goffman s'est donnée en 1953 et qu'on retrouve jusqu'à son dernier texte, qui s'appelle « L'ordre de l'interaction », hein, qui était en fait sa conférence de président à l'Association américaine de sociologie, qui n'a pas pu énoncer puisqu'il était mort entre-temps. Voilà, donc beaucoup, bien sûr, ont reproché ce geste à Goffman, qui lui aurait fait perdre de vue les grands enjeux, les tendances lourdes, les conflits majeurs de la vie sociale. Ce sont les critiques qui reviennent sans arrêt, hein, des critiques qui perdent de vue deux choses. C'est que si Goffman, finalement, a consenti à cette espèce de cécité relative, ça lui a donné une vue aiguë, hein, pour repérer dans les petites interactions, comme on dit, un registre de la vie sociale qui jusque-là avait été inaperçu, et puis finalement, ça lui a permis d'élaborer un certain nombre de concepts descriptifs, d'outils descriptifs et analytiques qui jusque-là n'étaient pas disponibles. Donc déjà, premier point, on peut être aveugle d'un côté, ça permet de voir certaines choses de l'autre. L'autre est que Goffman, tout en découvrant un continent, hein, n'a jamais cessé de parler de la société tout entière. Hein, contrairement aux méprises que le diminutif de micro a pu entretenir. On a beaucoup glosé, par exemple, sur cette idée qu'on retrouve dans le texte de 82 sur l'ordre de l'interaction, sur le couplage flou entre l'ordre de l'interaction et l'ordre social. Mais finalement, si vous prenez ce livre-là en particulier, vous vous rendez compte que ce que fait Goffman, ce que propose Goffman, c'est une autre configuration du lien entre micro et macro. Hein, vous verrez, la société est dans la situation, finalement. Hein, le macro est dans le micro, d'une certaine façon, et non pas une espèce d'appendice comme ça de ce qui serait important et qui serait dans la structure, dans la structure sociale ou dans le processus historique. Alors, que fait Goffman pour analyser cet ordre de l'interaction ? On peut souligner 4 points. D'abord, il substitue à une démarche qui était prédominante à l'époque, qui était une démarche, disons, fonctionnaliste et culturaliste, une analyse des rôles et des statuts à laquelle il substitue une micro-analyse, on va appeler ça une micro-analyse de l'engagement situé. Alors ça, c'est un travail qui commence déjà dans Encounters en 61. Hein, il joue un coup finalement, et il dit qu'on ne peut pas déduire de leur position dans un espace structural, légal ou institutionnel la façon dont les participants à la situation vont agir et réagir, vont aligner leur perception de ce qu'ils font et de ce qui leur arrive, vont s'engager dans des lignes de conduite et vont valoriser certains enjeux plutôt que d'autres. Autrement dit, la situation de coprésence, hein, n'est pas l'ombre portée d'un ordre structural, hein, contrairement à ce qui est défendu par la plupart des sociologues jusqu'à aujourd'hui. Et donc il faut partir de ce jeu de place dans la situation, hein, pour comprendre ce qui s'y passe, décrire minutieusement les séquences d'activités quotidiennes qui s'ordonnent progressivement en ligne d'action, comprendre comment elles se coordonnent, nous dit Goffman, je cite, Encounters, dans l'accomplissement d'une seule activité conjointe, un circuit d'action interdépendante quelque peu fermé, qui s'auto-entretient et s'auto-interrompt, que nous pourrions appeler un système d'activité situé. Ça, c'est donc le langage de Encounters, 61, qu'on va retrouver en partie en 63 dans Comment se conduire dans les lieux publics, avec des formes de déplacement. Mais en tout cas, l'idée est là. Hein, la situation a sa propre logique, on pourrait le dire comme ça. On voit bien sûr comment Goffman rapatrie dans l'ordre de l'interaction ce que ses profs, hein, Bloomer ou Hughes, avaient développé sur l'action conjointe dans la société. Hein. C'est souvent le mouvement finalement qu'accomplit Goffman. Il va chercher des éléments dans la sociologie plus générale et il va retrouver finalement des équivalents dans l'ordre de l'interaction. Et cette activité conjointe, hein, se fait joint action, c'est un mot-clé dans l'histoire de la sociologie de Chicago. Elle ne peut se faire que moyennant une définition partagée de la situation. Hein, nous sommes ici dans une situation de coprésence, hein, la situation de la conférence. Nous avons une définition partagée de la situation. Nous savons nous disposons de la catégorie de conférence et nous savons comment nous y conduire
en tant qu'activité située. D'accord ? Je prends souvent, je faisais un exemple, une brushing experiment avec mes doctorants, qui était de les faire monter sur la table et de danser la samba, hein, pour rompre le cadre, je veux dire, de la situation. Bon, beaucoup résistaient, d'ailleurs c'est intéressant de voir ce qui se passait, mais en faisant cela, d'une certaine façon, je remettais en cause la définition partagée de la situation, et on sortait finalement du cadre qui était celui de la situation de cours. Bon, on pourrait s'amuser à faire ça si ça vous amuse. Je ne suis pas sûr qu'après ça on me prenne au sérieux. Bon, donc il faut une définition partagée de la situation, il faut une orientation mutuelle des membres. Hein, je parle, vous m'écoutez, bon, il y a des jeux de regard qui se mettent en place, je me tourne de temps en temps vers Bourmeau. Il y a une ratification de notre participation, hein, vous avez répondu à une annonce, j'ai été invité, il y a eu tout un tas de procédures qui ont été mises en place. D'accord ? Il y a une organisation de notre attention autour de la même fin en vue. Hein, ça, c'est une idée qui vient de Dewey, mais que j'aime bien. Hein, la fin en vue, c'est que je suis en train de faire une conférence, vous avez pendant 50 minutes, ensuite vous allez poser des questions. Bon, d'une certaine façon, c'est une activité collective, et même une activité concertée entre nous, qui est orientée autour de cette idée de conférence. C'est même pas une idée de conférence, de cette activité de conférence. Et finalement, il y a une intensité affective qui est prouvée de concert, un mood. Hein, Goffman insiste sur cette idée-là, qui a une qualité affective des situations où il rejoint d'ailleurs toute une tradition phénoménologique. Donc voilà, Goffman un petit peu essaye de comprendre, de se donner des outils pour décrire finalement l'ordre de l'interaction, la manière dont les participants à la situation peuvent s'immobiliser, jusqu'à y être complètement absorbés, engrossed, et parfois se laisser emporter, hein, au point de rompre les amarres, de couper finalement les liens avec tout ce qui passe à l'extérieur. Quand vous êtes dans un état de concentration extrême dans une situation d'interaction, vous oubliez tout le reste, hein, d'une certaine façon. Parfois, vous pouvez par contre vous y engager de manière beaucoup plus distraite, faire semblant tout en laissant votre imagination vaquer ailleurs, hein, ce qu'il appelle la rêverie. Il décrit ça comme étant la rêverie. En tout cas, très souvent, il faut que les participants à une situation entretiennent une espèce de vénération profane, il reprend là encore du langage durkheimien, hein, une vénération profane pour la situation en elle-même. D'une certaine façon, c'est la sacralité de la société, pour Durkheim, qui avait été transférée vers la face dans la présentation de soi, rappelez-vous, hein, la description qu'il fait de la face comme étant quelque chose de sacré, hein. Il y avait quelque chose qui rejoignait sous certains angles Lévinas, en tout cas certains exégètes se sont amusés à aller dans cette direction-là, et qui se fixe à présent sur l'ordre de l'interaction. La société dans la situation, et la situation a une dimension sacrée. Nous lui devons finalement une forme de respect, et nous devons respecter les règles. Donc monter sur la table pour danser la samba dans une telle situation, ça serait une forme une façon de se conduire tout à fait déplacée, et qui produirait bien entendu toutes sortes de réactions, de rejet, d'agressivité, d'indignation, etc., etc., etc. Ça, c'est un premier point. Tout cela, bien sûr, parce que l'ordre de l'interaction est un ordre moral. Ça, c'est un deuxième point important. Goffman insiste dans Behavior in Public Places sur le fait que le point important est le respect ou le non-respect de ce qu'il appelle les propriétés situationnelles. La situation a un certain nombre de propriétés qui ont un caractère moral et l'individu est obligé de les respecter, dit-il. Alors bien sûr, comme toutes les autres règles morales, ces règles peuvent être transgressées, avec ou sans excuse. Elles peuvent être instrumentalisées à des fins intéressées, hein, quand vous êtes poli parce que vous y avez intérêt finalement, hein, d'une certaine façon, vous instrumentalisez des usages de civilité. Mais il n'en est pas moins vrai que l'ordre social est un ordre moral, et c'est en cela qu'il peut être perverti ou détourné par toutes sortes de déviations et de déviances. Voilà. Alors cette moralité, Goffman l'a ressaisie dans un ensemble de notions que vous trouverez en anglais dans le glossaire, et qui sont celles, bien sûr, de civilité, de courtoisie, d'étiquette, de manière, hein, toutes sortes d'attitudes morales, hein, sur la déférence, le respect, la considération, la reconnaissance. Il s'appuie, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup sur les manuels de savoir-vivre, pour donner des exemples d'offenses morales, hein, de comment on contrevient finalement aux prescriptions des bonnes mœurs.
En même temps, ce code situationnel n'est pas ne recouvre pas toutes les activités sociales. C'est-à-dire que, là encore, on a reproché à Goffman d'être trop focalisé sur ces questions-là, en lui disant qu'il s'intéresse finalement au superflu ou à l'écume des choses. Mais il s'agit pour lui d'un registre de normativité comme les autres. À aucun moment, il ne prétend que les règles de civilité, par exemple, prévalent sur toutes les autres. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que c'est un type de règles qui sont différentes d'ailleurs d'autres règles qu'on peut trouver dans les situations sociales, les disputes de droit, les échanges économiques, les conflits politiques. Vous avez d'autres règles qui régissent ce type de situation. Ce code de bonne conduite dans les relations de face à face est différent, par exemple, dit-il, du code de la route, qui est formalisé, ou du code des affaires. Il a tout un tas de développements là-dessus. Mais il n'empêche que cette moralité de l'ordre de l'interaction est transversale à tous les contextes d'activité sociale. Vous pouvez être dans le monde des affaires, vous pouvez être au volant de votre voiture, et il y a malgré tout toujours une espèce de moralité des bonnes conduites que vous devez respecter. Il y a un très beau texte de Jack Katz, qu'on a fait venir il n'y a pas longtemps à l'école, qui s'appelle Pissed Off in LA, où il décrit les interactions entre conducteurs sur les motorways, sur les autoroutes à Los Angeles, qui est quelque chose de très intéressant. C'est une interaction sociale qui jusque-là n'avait pas été étudiée. Pourtant, les entraîninos passent jusqu'à 3-4 heures par jour au volant de leur voiture à essayer de cohabiter pacifiquement les uns les autres, puis de temps en temps à exploser, à s'insulter, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez comment cette idée de moralité, finalement, peut être étudiée à travers une enquête ethnographique sur les interactions entre automobilistes dans un système autoroutier. Bon, deuxième point. Troisième point, cet ordre social comme ordre d'interaction est aussi un ordre de communication. Alors là, je vous renvoie bien sûr au petit livre qu'Yves Ouinka avait fait dans le temps, qui avait été très important pour les gens de notre génération, la nouvelle communication, qui nous avait donné accès à Gregory Bateson, à Palo Alto, à la proxémique de Hall, à la kinésique de Birdwhistell, et où déjà le chapitre 3 sur l'engagement de Behavior in Public Places avait été traduit. Donc cet ordre d'interaction est un ordre de communication, une idée là encore qui est dans la thèse de 53. C'est le titre du dernier chapitre de la thèse. Donc l'ordre de l'interaction est un ordre de circulation des échanges communicationnels, moyennant des idiomes discursifs, mais aussi des idiomes corporels ou des idiomes expressifs. Ces actes de communication sont lisibles sur les corps, mais aussi dans les espacements entre les corps ou dans les arrangements de la situation. Ça, c'est quelque chose d'important. L'environnement nous parle autant que le verbe ou la chair dans comment se conduire dans les lieux publics. L'ordre moral s'impose à travers des échanges discursifs, mais aussi à travers une communication non verbale et en relation à des milieux matériels. Aujourd'hui, ça paraît un petit peu... c'est quelque chose d'assez connu. Dans tous les magazines, vous avez maintenant des rubriques langage corporel. On enseigne ça également dans des formations professionnelles, etc. En 63, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Il faut remettre les choses à leur place. Donc la démarche de Goffman est aussi écologique. Elle implique d'observer ce que les gens font en pratique et en contexte, et de ne pas s'en tenir à une éthique des applications de règles abstraites à des rencontres concrètes, ou à une psychologie sociale de représentation croisée d'ego et d'autrui. C'est autre chose qu'il s'efforce de faire. Quand nous avions fait ce travail avec Gardella sur les maraudes du SAMU social, qu'on a analysé en recourant, je veux dire, très souvent à des outils goffmaniens, c'était quelque chose de capital. On ne travaillait pas simplement sur des discours, on décrivait bien sûr des interactions discursives, mais aussi des interactions corporelles, et on était très préoccupé de tous les équipements matériels qui pouvaient venir peupler ou meubler la situation pour comprendre ce qui s'y passait. D'accord ? Bon, ça, c'est donc un point important, où on peut retrouver un héritage de Park comme de Durkheim. Park a été le premier, finalement, dans son écologie humaine à Chicago, à s'interroger sur l'ancrage écologique de l'ordre moral. Mais on peut aussi y voir, je veux dire, toutes sortes de... Goffman était très au fait de tout un tas de recherches qui se faisaient à l'époque, qui commençaient à émerger, des recherches en particulier en écologie et en éthologie. Il cite Tinbergen, il cite Lawrence, il connaît des travaux qui se faisaient en psychologie écologique, de Barker et Wright à l'époque. Donc il est immergé finalement dans toute une littérature qui lui permet de développer son discours sur une écologie des engagements situationnels. Engagements d'ailleurs qui peuvent être, ça ce sont d'autres concepts qu'il utilise, il y a des engagements principaux, des engagements subordonnés,
des engagements dominants et subordonnés, principaux et latéraux, et des engagements sur scène, en coulisses, dans l'auditoire, qui rejoint d'ailleurs des choses que disait Schütz dans son livre sur la relevance, sur la pertinence. Vous pouvez à un moment donné être pris dans une interaction, mais les interactions peuvent passer par plusieurs canaux de communication, et donc vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Vous pouvez parler de quelque chose, en même temps vous gérez l'interaction, et puis votre attention peut être détournée à un moment donné vers un petit événement à l'extérieur ou interrompu par une autre interaction qui va venir s'imbriquer au milieu. Bon, et on a aujourd'hui les outils pour décrire ces choses-là, je veux dire, de la microsociologie ou l'ethnométhodologie se sont donné les moyens, je veux dire, de décrire ce type de séquences d'activités, et d'activités qui souvent passent par de très nombreux canaux de communication. Donc, beaucoup de concepts. On peut parler de la distribution de l'engagement. Comment dans une interaction en face à face, vous avez une relative clôture situationnelle. C'est un autre concept de Goffman, du cercle de la conversation. Comment vous allez avoir une focalisation de l'attention sur certains thèmes et certains personnages. Il parle beaucoup de la place des barrières ou des écrans qui soient physiques ou conventionnels, qui viennent finalement orienter l'attention. Et puis il a des concepts un peu plus curieux, plus amusants, comme un que je ne savais pas comment traduire, Creature Release, que j'ai traduit par les relâchements animaux. Cette classe d'auto-engagement, où par effraction, c'est la bête qui sommeille en nous qui va s'exprimer, les tics, les bruits corporels, etc. Il a plusieurs descriptions comme ça qui sont assez amusantes. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Cet ordre d'interaction est un ordre de communication. Et au bout du compte, c'est un projet donc de 63 qui reprend le projet de 53, c'est un projet de sociologie des situations, des rassemblements et des occasions que Goffman déploie. Goffman n'est pas simplement donc le découvreur de l'infiniment petit, ce que Bourdieu avait écrit dans sa rubrique nécrologique, mais il propose une véritable morphologie et dynamique de la vie publique. C'est le sociologue de ce qu'il appellera plus tard, dans Relations in Public, le champ de la vie publique. Un domaine d'activité qui est donc engendré, je cite, par l'interaction en face à face, et qui est organisé par des normes de mélange social, c'est commingling, le fait que nous entrons en commerce les uns avec les autres et nous nous mélangeons les uns avec les autres. Finalement, c'est à ça que va s'intéresser véritablement le sociologue de la vie publique, un domaine qui, dit-il, n'avait jamais été traité comme un sujet de plein droit et sur lequel on peut rassembler les mariages, les repas de famille, les réunions professionnelles, les interactions de service, les marches forcées, les queues, les foules, les couples, etc., etc., etc. Alors rapidement, 4 définitions. En même temps, je vous fais une espèce de petit lexique de comment se produire dans les lieux publics. Il y a d'abord le rassemblement, the gathering, le rassemblement qui désigne, d'après Goffman, tout regroupement de 2 personnes ou plus, qui à un moment donné se trouvent en coprésence les unes par rapport aux autres. En coprésence dans l'espace et en continuité dans le temps. Alors, il y a beaucoup de descriptions qui donnent, ça peut être la foule dans la rue, ça peut être la partie de whist, quand il est aux îles Shetland. En tout cas, voilà, tous ces événements collectifs qui engagent une forme de coprésence sont appelés des rassemblements. Ensuite, il y a la rencontre, et en particulier ce qu'il appelle l'engagement de face, the face engagement, qui est un rassemblement centré, c'est un type de rassemblement particulier, dans lequel il y a le partage d'un foyer d'attention, perceptive, cognitive ou affective. Vous pouvez très bien, une foule par exemple, elle peut très bien vaquer, comme on dit déjà, dans l'espace public, je veux dire, et il y a une dispersion totale, Isaac Joseph avait parlé de ça, il y a une dispersion des rayons d'attention des différents participants à la foule. Là, par contre, c'est un rassemblement centré au sens où il y a une co-orientation de l'attention des membres, des participants à la situation vers un objectif d'action. Jeu de cartes, couple dansant, dit-il, dans les salles de bal, équipe chirurgicale en train d'opérer, il y a une très belle description de l'équipe chirurgicale, les bagarres de coups de poing, etc., etc., etc. Un autre concept important, c'est la situation sociale. La situation sociale, d'après lui, c'est l'environnement dans lequel prennent place les rencontres et les rassemblements. Donc c'est cet espace-temps de coprésence où il y a engagement mutuel des membres, qui prend fin finalement quand s'en va la dernière personne restante.
Tout à l'heure, quand la conférence sera terminée, nous allons nous disperser et la situation sociale mourra par elle-même. Bon. Goffman revendique d'ailleurs pour sa sociologie le titre d'une situational analysis, d'une analyse de situation sociale, où on peut entendre deux choses. On peut entendre aussi bien l'héritage de Chicago, puisque c'est toute cette idée qui vient de William Isaac Thomas, l'idée qu'on analyse des situations sociales. Rappelez-vous le théorème de Thomas, if men define situations as real, they are real in their consequences. Si les hommes définissent la situation comme réelle, elles sont réelles dans leurs conséquences. Donc ça, c'est un premier élément. L'idée qu'on observe des situations sociales, c'est quelque chose qui est commun à Chicago dès les années 20. Vous retrouvez ça dans toutes les thèses, etc. Et avec Thomas comme espèce d'ange tutélaire comme ça de cette tradition. Deuxième point, c'est aussi Manchester, bien sûr. Vous avez Goffman qui connaissait bien cette anthropologie-là, en particulier celle de Max Gluckman. Et il y a un très beau texte qui a été traduit en français dans la revue Genèse, qui s'appelle « Sur l'inauguration du pont de Zululand ». Gluckman était au Rod Livingston Institute dans l'actuelle Zambie. Attendez, c'est la Zambie, la Rhodésie, c'est dans quel sens ? Actuellement, c'est la Zambie, autrefois, c'était la Rhodésie, c'est ça ? Oui, Rhodes, c'est ça. Donc, et il décrit comment dire, je crois que c'est en 1939, il observe finalement une situation d'inauguration d'un pont, et pour lui, c'est l'occasion finalement de rendre compte de la composition et du fonctionnement de la société coloniale de l'époque. D'accord ? Donc, il fait une analyse de situation sociale. Goffman connaissait également cette tradition-là, et je pense qu'il doit prendre des deux côtés, Manchester comme Chicago, tout en déplaçant bien entendu le sens de ce que veut dire une situation. Bon. Ça, c'est donc un troisième concept. Un quatrième concept important, c'est celui d'occasion sociale. L'occasion sociale, c'est finalement un contexte plus général de pertinence sociale. Par exemple, vous fêtez un anniversaire. C'est une occasion sociale où vous sortez à l'opéra, où vous jouez au billard avec des amis, où vous vous rendez à un meeting politique. D'une certaine façon, c'est une occasion sociale, c'est un événement typique vis-à-vis duquel il y a un certain nombre d'attentes et il y a un certain nombre d'activités qui sont plus ou moins typiques, dont les participants savent qu'ils vont devoir s'y adonner. C'est également une occasion sociale, elle peut être aménagée par un équipement matériel. Bon, ici, vous voyez bien, il y a une salle, des sièges, des bouteilles d'eau, etc. Elle peut être programmée par des directives explicites. C'est une conférence, donc a priori on me dit vous venez faire une conférence, je sais ce qu'est faire une conférence depuis le temps, mais en même temps on m'indique que ça sera pour tel public, ça durera tant de temps, ça sera à tel endroit, etc. Donc il y a un certain nombre de directives qui m'ont été données, et en même temps c'est piloté par des personnels spécialisés. Le pilote dans l'avion ici c'est Bourmeau, qui est le grand ordonnateur de la séance. Voilà. Donc ça c'est une série de concepts qu'on retrouve, rassemblement, rencontre, situation sociale, occasion sociale, et qui permettent finalement à Goffman de décrire des situations et de raccrocher souvent ces situations à un ordre social beaucoup plus général. Quand vous parlez du meeting politique, vous voyez bien que vous ne travaillez pas simplement sur de la coprésence et que la situation n'est pas en train de s'inventer sur le champ, mais qu'elle se raccroche, je veux dire, à un ordre structural qui est dans la situation. L'ordre structural se fait dans la situation. C'est tout ce qui fait l'originalité de Goffman. La situation, la société dans la situation. Il y a un texte de Sam Bordreuil. Sam Bordreuil, à l'origine, d'ailleurs, à l'origine, il a donné la possibilité de traduire ce bouquin avec des fonds de la maison, de la maison Méditerranée des sciences de l'homme. Et c'est un texte, en fait, que voulait traduire Isaac Joseph. Pour la petite histoire, Isaac Joseph se le gardait pour la retraite, et il est mort malheureusement en 2004. Et donc on a décidé ensuite avec Bordreuil de traduire ce texte, qui a été ensuite pris par la collection Economica. Et donc Bordreuil a écrit un petit texte qui s'appelle La politique, depuis Goffman, dans un livre d'hommage d'ailleurs à Isaac Joseph, et que je vous conseille parce que véritablement il fait comprendre comment c'est pas la situation qui est dans la société, mais c'est la société qui est dans la situation. Alors je voudrais dire quelle heure est-il ? 10 ? J'ai encore 10 minutes, un quart d'heure. Je voudrais dire deux, trois choses sur la politique, finalement, qu'on peut tirer de comment se conduire dans les lieux publics. Alors, Goffman n'était pas du tout intéressé par la politique, au sens où on l'entend classiquement. Il a ni comme institution, ni comme protestation. Bon. Il y a un certain nombre de descriptions de son agacement face au fait que ses étudiants séchaient les cours pour aller au Free Speech Movement en 64 à Berkeley.
Et c'était vraiment pas un militant, je veux dire, même il était plutôt perçu par beaucoup de gens comme un conservateur. Donc il n'est pas question non plus d'en faire une espèce de, comment dire, de le mettre au service d'un quelconque militantisme. Mais en même temps, ces livres, et en particulier ce livre-là, permettent de poser un certain nombre de questions. Il fourmille de remarques, par exemple, sur des situations dans lesquelles il y va de la hiérarchie, d'inégalité de statut ou de rapport de pouvoir. C'est important de le dire parce que Goffman a souvent été accusé d'être aveugle à ces questions-là, aux questions, pour le dire vite, de stratification et de domination. C'est le reproche, par exemple, de Alvin Goldner. Je raconte ça dans la postface, d'une société qu'il accusait d'avoir une société anhistorique, non institutionnelle, ce qui est un petit peu vrai, un tantinet réactionnaire, aveugle aux grands enjeux sociaux, et prenant pour argent comptant les stratégies de présentation de soi des classes moyennes éduquées. Un reproche qu'on retrouvera plus tard sous la plume de Luc Boltanski. D'accord ? Donc c'est pas si simple que ça, parce que les écrits de Goffman sont truffés et saturés de descriptions et d'analyses qui ont trait au genre, à la classe, à la race. On a traduit avec Luc Perrault son premier texte, qui date de 1951, dans Goffman et l'ordre de l'interaction, qui s'appelait « Les symboles du statut de classe », qui est dans la ligne directe du travail de Lloyd Warner à Chicago, mais vous voyez que c'était des questions qui étaient, à mon avis, autant dans la vie privée d'ailleurs que dans son travail intellectuel, qui étaient vraiment cruciales pour Goffman. Alors, si on prend la question de la race, par exemple, qui est cette catégorie, tout ça avec des guillemets, cette catégorie clé de l'expérience américaine, la race, donc, n'est pas, si on suit Goffman, n'est pas simplement une représentation collective, bien sûr, elle n'est pas simplement une catégorie, une classe statistique, mais c'est une activité collective en situation. Elle s'éprouve dans le face-à-face entre plusieurs personnes pour qui cet opérateur de classement est pertinent en relation à leur expérience de la situation. Elle peut devenir un caractère saillant, d'ailleurs, comme elle peut être neutralisée en fonction des moments. Et donc la démarcation de groupes raciaux, quand elle n'est pas fixée par la loi, se fait, et ça c'est une idée qu'on trouve, qui a bien été développée par Randall Collins, cette démarcation de groupes raciaux, elle se fait à travers la répétition de séries de micro-processus interactionnels, d'acceptation et d'exclusion, de rapprochement et d'évitement, où chacun se tient à sa place, à la place qui lui est assignée en pratique, ou parfois la transgresse. Un ordre de place qui laisse plus ou moins de place justement à l'ironie, à la résistance, à la révolte, etc., etc. Donc pour comprendre la formation de communautés statutaires et pour comprendre comment dans une réunion, par exemple dans l'espace, les gens se partagent en homme-femme ou en blanc-noir ou selon le statut social, c'est intéressant de comprendre, non pas simplement de dire « Ah, ben voilà, c'est la structure sociale qui s'incarne », très bien, c'est vrai, mais aussi c'est intéressant de reprendre toutes les activités à travers lesquelles, progressivement, activités qui vont de pair avec un certain type d'expérience, d'interaction, à travers lesquelles, progressivement, cette espèce de partition sociale et spatiale va se faire. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant, et ça a des conséquences très fortes, bien sûr, sur, par exemple, la racialisation des quartiers urbains. Vous voyez très bien que même quand la loi est égalitaire, même quand la mixité est encouragée, cette espèce de jeu de rapprochement, évitement, acceptation, exclusion, qui va de pair avec la fréquentation de circuits de consommation disjoints, avec des choix différentiels d'écoles, avec des pratiques préférentielles dans les relations sociales, conduit à des processus en boucle et cumulatifs qui vont conduire finalement à des formes de partition des populations. Donc ça, c'est un premier point, et ce n'est pas bien sûr une affaire de psychologie sociale. Beaucoup pensent que c'est une affaire de représentation, et souvent Stigmate a donné un petit peu a prêté le flanc à ce type de critique. C'est plus Stigmate un livre de psychologie sociale. Là, on a affaire à un livre d'écologie sociale. D'accord ? Goffman rend compte finalement dans l'ordre de l'interaction de ces processus d'éloignement, d'isolement, de séparation et de ségrégation, et en fait, il refait ce que faisait Park et ses étudiants dans les années 20, sinon qu'il se donne d'autres outils beaucoup plus fins pour pouvoir en rendre compte. La race n'est pas simplement dans les corps et dans les têtes, c'est pas simplement une affaire de critères affectifs, esthétiques ou moraux, elle a un vrai ancrage dans des dynamiques écologiques
qui fixe des frontières spatiales comme autant de frontières morales, qui engendre le clivage de territoires de fréquentation, de réseaux de sociabilité, d'univers de signification, et elle finit par se naturaliser parce qu'elle est dans la situation. Ça, c'est vraiment crucial. Hein. D'une certaine façon, on ne la voit plus, on ne voit plus qu'elle. Hein. La race est complètement incarnée dans un certain nombre de situations sociales, au point qu'elle devient un élément constitutif de l'expérience sociale des uns et des autres. Bon. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet finalement une forme de... On peut utiliser Goffman comme un déconstructeur d'un certain nombre de catégories statutaires. On pourrait recommencer la même démonstration sur les rapports de genre, sur laquelle Goffman a beaucoup travaillé. Goffman était d'ailleurs perçu aussi bien comme un conformiste que comme un féministe. C'est très amusant de voir qu'il y a beaucoup de féministes nord-américaines. On a traduit là encore, j'ai co-traduit avec deux autres personnes un texte de Candace West dans Goffman et l'ordre de l'interaction, qui fait un petit peu le bilan, je veux dire, sur l'héritage féministe de Goffman. Mais il faut voir aussi que des femmes aussi importantes aujourd'hui dans la sociologie américaine que Carol Gardner, Dorothy Smith ou Harley Hochschild ont été les étudiantes de Goffman à Berkeley. Donc on ne peut pas se contenter d'une de ces visions d'un Goffman conformiste, un peu machiste comme ça, qui sont assez répandues. De la même manière que beaucoup de recherches sur l'inégalité située ou sur la politique corporelle, qui vont se déployer à partir de la fin des années 70, ont aussi un ancrage dans l'œuvre de Goffman. Donc, importance de cette microsociologie, des régulations et des disciplines, des prescriptions, des proscriptions, des stigmatisations, des discriminations, des minorations et des exclusions, des enfermements et des confinements, des dégradations et des profanations, à travers lesquelles, finalement, des relations d'interaction s'accomplissent et vont engendrer une expérience du genre, de la classe et de la race. Vous voyez que Goffman fait ça dès 1963, bien avant la microphysique du pouvoir de Foucault, et avec une vraie entrée ethnographique. Donc c'est intéressant de le lire aussi sous cet angle-là. Et il n'a pas tellement une vision radicale de déconstruction et de génétique des dispositifs de pouvoir. Il est plutôt dans un registre de l'observation ironique des arrangements situationnels et interactionnels. Ce qui le rend parfois, ce qui hérisse parfois d'ailleurs les activistes, forcément. Bon. Ça, c'est un premier point. En même temps, il y a un deuxième point, cette lecture, à mon avis, n'est pas suffisante. Parce qu'avec son concept d'ordre public, Goffman compose aussi une conception de la liberté négative. Alors là, je vais plus sur le registre de l'interprétation politique. Goffman compose une conception de la liberté négative, qui à mes yeux vient d'une tradition du libéralisme politique. On a un individu dont le commerce naturel avec les autres, finalement, et de ne pas envahir leur sphère propre et plutôt de les éviter que d'aller empiéter sur leur espace de liberté. Donc c'est une vision comme ça de la liberté négative qu'il compose, et c'est ça qui rend les choses un peu curieuses, avec une conception finalement durkheimienne de la solidarité. On est membre d'une société dès lors qu'on est pris dans des réseaux d'interdépendance réciproques avec les autres. Donc d'un côté, on les évite, et quand vous prenez ça, je pense que on retrouve ça dans la thèse de Johann Savo de Bosch, ça a été beaucoup retravaillé dans la thèse, par exemple, de Carole Gaillevio. Quand vous observez, quand Goffman décrit des interactions, c'est avant tout des interactions d'évitement, très, très, très bizarrement. Et en même temps, en particulier dans ce livre-là, il insiste sur le fait que nous avons un devoir de solidarité dans l'espace public les uns vis-à-vis des autres. Alors cet ordre public, du coup, est assez compliqué, assez paradoxal. Il gouverne finalement la conduite des personnes qui sont en présence immédiate les unes des autres. Cet ordre public, c'est l'autre nom qu'on peut donner à l'ordre de l'interaction. Sinon, tout à l'heure, c'était un ordre de l'interaction qui était décrit par une microsociologie. Là, on le reprend en le politisant, au sens où l'ordre de l'interaction est un ordre civil ou un ordre public. Et donc, il y a une espèce, comme disait Lefort, en parlant de la polithéia d'Aristote, finalement, il y a toujours une expérience du politique qui est en jeu également dans les relations avec soi et avec autrui. Bon. Cet ordre d'interaction ouvre un horizon d'attentes réciproques, de droits et de devoirs, d'obligations et de responsabilités entre ses participants.
En même temps, il est inappropriable par quiconque. Le propre de l'ordre public, c'est qu'il n'appartient à personne. Il n'appartient à personne, mais il peut être aussi le lieu et l'enjeu de tentatives d'appropriation. Il y a une très belle thèse qui avait été faite par une étudiante de Goffman qui s'appelle Sherry Cavan, Liquor License, que je vous conseille de lire si vous la trouvez, où elle travaillait en fait sur les bars de San Francisco. Elle les avait étudiés comme des home bases, comme des espèces de bases territoriales dont l'accessibilité et la visibilité sont barrées aux gens de l'extérieur. Donc c'est un lieu public, et en même temps c'est un lieu public qui est approprié par un petit groupe et qui filtre finalement le droit, qui accorde le droit d'y participer ou non et qui filtre l'entrée des participants. Si vous réfléchissez, il y a toutes sortes de situations aujourd'hui, semi-publiques, et c'est ça qui fait l'intérêt quand on fait une ethnographie de l'espace public urbain. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'est pas simplement d'un côté du public, d'un côté dans le public, de l'autre côté dans le privé, mais il y a toute une gradation, je veux dire, de modalités d'engagement dans l'espace et dans l'interaction, je veux dire, qui peuvent être décrites. Et ça, c'est Goffman qui, le premier, nous en a donné les moyens. Cet ordre public, c'est aussi l'inverse, bien sûr, de l'ordre total de l'asile, qui est un cas limite de privation de liberté, de dépossession de la personne. Et si un contrôle social, bien sûr, s'y exerce, Goffman hérite en la matière de Park, cet ordre public est irréductible à un système de rapport d'inégalité, de hiérarchie ou de domination. Donc là, il y a une dimension, à mon avis, libérale de la question de la publicité. Et ce n'est pas par hasard que Goffman utilisait la notion, je pense, d'ordre public, qui mérite d'être mise en avant. Il y a des éléments d'ailleurs dans le texte de Goffman sur lesquels on peut s'appuyer. Ce qui s'y dessine, c'est une philosophie de l'ordre civil, dont les membres, dit-il, sont liés par un contrat implicite de communication. Il parle aussi de gentleman's agreement, qui recouvre une compréhension partagée et un accord mutuel en acte. Quand on est un passant, ou quand on stationne dans l'espace public, ou quand on rencontre des personnes dans un certain nombre de situations, il y a entre elles, il y a entre nous un contrat implicite de communication. Alors, nous n'avons pas signé des papiers, je veux dire, sur ce que nous pouvons nous faire les uns aux autres, bien sûr, mais nous maîtrisons, je veux dire, un certain code situationnel qui a une valeur, véritablement, une valeur politique. Bon. Et donc, du fait, je cite Goffman, du fait qu'autrui est soumis à une forme d'obligation de répondre aux ouvertures qui lui sont faites, les initiateurs potentiels sont eux-mêmes tenus de tempérer leurs propres désirs. Il y a toute une véritable réflexion comme ça sur ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire dans l'ordre public. L'ordre public est ce qui donne accès à une forme de propriété de soi et de respect d'autrui, dans une tension donc entre exercice de la liberté et obligation de solidarité. Et ceux qui ne respectent pas ce gentleman's agreement sont des fauteurs de troubles qu'il faut remettre au pas. D'accord ? Goffman nous dit la considération du reste n'est pas seulement due à autrui, mais au collectif dans son ensemble. C'est-à-dire que nous devons bien nous conduire non seulement par respect de nous-mêmes et par respect des autres, mais aussi parce que nous devons respecter les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Les situations sont vulnérables, et mal nous conduire finalement les entame, et ça a une portée, d'une certaine façon, politique. La situation finalement, c'est pas simplement une société. Puis si on reprend Durkheim, la société et la situation, c'est aussi une république en miniature. On pourrait essayer. Bon, bien sûr, je me réfère à tout le travail qui a été fait par Isaac Joseph sur l'espace public urbain, le travail qu'on avait fait avec Kéré dans le temps, les travaux aux États-Unis, par exemple, de Lynn Laughlin, qui a écrit des choses très intéressantes sur ces questions-là. En tout cas, ça vaut la peine d'y réfléchir. Il y a une sacralité du soi, mais il y a aussi une sacralité de la petite société, du rassemblement ou de la rencontre, qui est constitutive d'un ordre public. Bon. Donc ça c'est un premier point. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par publicité ? Cette publicité, et là encore, je me réfère et après j'arrêterai, je rejoins le travail qu'on avait accompli à partir des années 80 autour d'Isaac Joseph ou de Louis Kéré, qui a été en même temps repris par des proches, par exemple, de Laurent Thévenot, comme Marc Brévilléry, Vincent de Bosch, Luca Pataroni, etc.,
ou par des étudiants d'Isaac comme Pedro Garcia ou Alexandra Bidet, qui actuellement crée une nouvelle équipe de recherche avec Carole Gaillevio sur ces questions-là. Donc il y a toute une espèce de tradition comme ça d'enquête et d'analyse de ces questions. Il y a d'autres groupes qui travaillent là-dessus. J'en oublie de toute façon. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par cette question de publicité ? D'abord, cette publicité, il faut la prendre dans le sens du droit de la politique. Goffman mentionne rapidement, parce qu'il c'est pas un historien, mais il y fait référence en tout cas, l'histoire des réglementations urbaines. Il parle de l'exclusion des cochons des rues, de l'interdiction d'y déverser des déchets toxiques. Il parle du couvre-feu au Moyen-Âge, un impératif de paix publique, de sécurité publique, de sûreté publique, comme on disait. Et l'entretien des trottoirs devant soi, par exemple aux États-Unis, qui sont des gages de paix et de salubrité publique. Donc la rue, dès lors qu'on met en place un certain nombre de mesures légales, est traitée comme un bien public où doit s'exercer une régulation de certaines actions, individuelles ou collectives, perçues ou anticipées comme ayant des conséquences néfastes. Et donc il y a toute une sociologie des espaces publics qui s'est engouffrée finalement dans cette direction. Donc premier point, la publicité, c'est la publicité au sens politique. Ce qui est une publicité, c'est une publicité différente, bien sûr, de celle d'Habermas, par exemple. Ce n'est pas une publicité liée à un agir communicationnel. En tout cas, s'il y a de l'agir communicationnel, ce sont avant tout des activités d'interaction qui parlent ou qui ne parlent pas et qui méritent d'être étudiées pour elles-mêmes. On n'est pas dans le registre de la démocratie délibérative, on est plus ou moins dans le face-à-face ou le côte-à-côte de la vie urbaine. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que cette publicité est prise au sens de visibilité. La publicité, c'est aussi ce qui se donne au regard et au sens. Le public, c'est le manifeste opposé au cachet. On est là dans le registre, finalement, de la réciprocité, si on remonte à Merleau-Ponty, du voyant et du vu, de ce jeu compliqué souvent de ce qu'on montre et ce que l'on cache. Pensez par exemple à Facebook, et plus largement dans une écologie de l'espace sensible et pratique. Cette visibilité est bien sûr aussi une praticabilité qui engage les autres sens que la vue et d'autres capacités corporelles emboîtées dans leurs environnements sensibles. Je pense aux beaux travaux du Cresson, pas la salade, le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain de Grenoble, autour de Thibault et de Chalkov, qui fait un travail magnifique sur l'espace de l'ouïe du mouvement. Donc ce qui est public, c'est ceux qui se donnent un partage des sens, finalement. Vous voyez la dimension également politique sur le partage du sensible et des sens. Enfin, la publicité, c'est l'accessibilité de ceux qui, à toute sa personne, à ciel ouvert et sans clôture, dit Goffman, sur un territoire qui, en droit, n'est pas réservé, en tout cas en droit, à des membres sélectionnés ou autorisés. Donc les participants à l'ordre public doivent s'acquitter d'un devoir d'égalité, de respect et même, dit-il, de solidarité collective. Ils doivent répondre aux questions, surtout si ce sont des open persons, et nous sommes tous plus ou moins open, d'accord ? Ils doivent se venir en aide, rendre service, se rendre accessibles. Si on vous demande l'heure ou si on vous demande une indication ou si on vous demande du feu pour une cigarette, vous êtes tenu de répondre. Et obligation d'ailleurs qui entre parfois en tension avec la maxime d'inattention civile, où il faut faire mine d'ignorer les autres. Bon. En tout cas, à un niveau institutionnel, cet impératif d'accessibilité se traduit par la nécessité d'organiser un droit à la ville, droit à la ville par exemple des minorités, qu'il s'agisse de ménager l'accès des personnes en situation de handicap à tous les espaces, ou encore de permettre à des personnes étrangères de s'orienter dans un environnement non familier. Il faut donc rendre accessible et rendre hospitalier l'ordre public. Donc voilà, dans cette idée de publicité, il y a cette espèce de recouvrement, d'entrelacement entre l'idée d'une publicité politique, différente de celle d'Habermas et Bauman, etc. Une publicité comme visibilité et une publicité comme accessibilité. Alors je crois qu'il doit être temps d'arrêter, non ? Et pour laisser le temps à quelques questions. Mais bien sûr, tout ça a permis de développer un certain nombre de programmes de recherche. Je les cite rapidement. Le programme de recherche, bien sûr, d'études des civilités, qu'on a mentionné tout à l'heure, avec cette idée de l'inattention civile comme le plus petit, le plus infime des rituels interpersonnels.
Ça, c'était un premier point. Il y a eu on pourrait développer, et ça a été peu fait finalement, tout un travail sur une science des rassemblements. Ça commence à se faire, une science des foules, une science des meetings, une science des manifestations, mais c'est encore très peu élaboré et très souvent sans recourir à Goffman, hein. Celui qui le fait le mieux, c'est sans doute Mathieu Berger, qui a fait toute une enquête sur des assemblées de démocratie participative où il recourt beaucoup à Goffman, en particulier en termes écologiques, en recroisant le Goffman écologique avec le Goffman du framing et footing, le dernier Goffman. Alors là, il y a des travaux, hein, aux États-Unis, il y avait Clark McFay, John Laughlin, William Gamson, le fameux texte sur comment ça s'appelle déjà, Goffman, le politique. Comment le leg politique d'Erving Goffman, quelque chose comme ça, hein. Donc Gamson qui était à Boston College, hein, et que le texte avait été, c'est toi qui c'est moi qui l'ai traduit. Voilà, et moi je l'ai retraduit, je l'ai retravaillé en tout cas à l'épreuve de tout ce qu'on a appris sur Goffman depuis, tu vois, et il est ressorti dans Goffman et l'ordre d'interaction. Et donc, ça, c'est un autre domaine d'étude, véritablement, hein, aller observer finalement des situations publiques. Il y a également tout le travail, bien sûr, qui a été fait sur la folie. Hein, dans ce livre-là, il y a tout un tas d'éléments sur l'interprétation des symptômes de la maladie mentale qui à la fois prolonge et rompt avec le travail qui avait été fait dans Asile et dans Stigmate. Il n'est plus question, par exemple, d'institution totale, mais plus de folie de la place. Hein, il faut bien sûr sauvegarder. Il y a la dernière phrase de Goffman du livre, c'est « De même que nous remplissons nos prisons de ceux qui ont transgressé l'ordre légal, de même remplissons-nous nos asiles de ceux qui agissent de façon incorrecte. Le premier type d'institution est destiné à protéger nos vies et nos propriétés, le second à protéger nos rassemblements et nos occasions. La folie, souvent, donc, n'est pas dans les têtes et dans les corps, mais elle résulte finalement de distorsions de communication dans l'ordre d'interaction. » Ça, c'est un troisième point. Et le quatrième point, c'est bien sûr la mise à l'épreuve de cette écologie territoriale, mais aussi écologie morale et politique, sa mise à l'épreuve d'une anthropologie urbaine ou d'une sociologie urbaine, donc l'étude des espaces publics urbains. Voilà, je vais arrêter là. Merci beaucoup, Daniel Seyfaï, pour cette lecture, cette relecture de ce livre important d'Erving Goffman.